Allô tout le monde, c'est Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez qu'on a toujours le choix? Parfois, on a l'impression de faire des choix qui ne sont pas tout le temps en accord avec nos valeurs. Mais quand on arrive à comprendre le pourquoi on a fait ces choix-là, qu'est-ce qui nous a motivés à les faire, c'est là qu'on peut vivre un certain sentiment de cohérence et de bien-être. On va découvrir aujourd'hui c'est quoi la marge de manœuvre et quand il est question de choisir. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Éric Couteau. Bonjour! Bonjour Emmanuel. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à collaborer à notre balado C'est dans ta tête. Donc, Monsieur Couteau, comme on disait, on va se tutoyer lors du balado, mais j'aimerais d'abord résumer ton expérience professionnelle. Tu es travailleur social, chercheur et praticien. Tu t'intéresses aussi plus particulièrement à la condition masculine puis à l'intervention auprès des hommes. Tu es également enseignant en travail social à l'université, puis comme on disait, à plusieurs universités, 3 universités différentes. Oui, Et, effectivement. et finalement, vous avez siégé sur le comité d'experts pour notre campagne annuelle Choisir, c'est ouvrir une porte. Fait que d'abord, tu sais, je me disais, ça serait peut-être le fun que tu nous expliques qu'est-ce qui a motivé ta participation au comité au développement, tu sais, par rapport au lien avec notre campagne Choisir. OK. Ben, en fait, écoute, pour moi, c'est une demande de Renée Ouimet, la directrice là, du Mouvement Santé mentale Québec là, au niveau provincial. Oui. On a eu la chance de se croiser dans différents événements, des colloques et tout ça. Puis c'est des événements où souvent je prends la parole parce que pour moi, réfléchir, échanger, ça permet le cheminement, oui, des autres, mais aussi mon propre cheminement. Fait que Mhm. c'est sûr que dans certains événements là, qui touchaient l'intervention auprès des hommes, j'ai eu à croiser Renée. Puis elle m'a demandé en fait de faire partie du comité d'experts. Puis je trouvais que comme travailleur social, c'était important parce que souvent, on va penser que le travail social, c'est juste d'aider les gens un à un, mais tout Mhm. ce qui est ce travail-là de sensibilisation, de promotion au niveau de la santé mentale puis de d'autres problématiques, pour moi, ça fait partie de mon métier de TS. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté d'être sur le comité d'experts. Puis, dans les réflexions qu'on a eues collectivement, moi, j'ai parlé de la marge de manœuvre et c'est un concept, ça a l'air qui a été inspirant. Puis, pourquoi OK. est-ce que pour moi, la marge de manœuvre, c'était quelque chose de fondamental? C'est parce que souvent, quand on rentre dans la logique du choix, on dit que les gens doivent prendre des décisions, les assumer, puis tout ça. Des fois, puis ça, c'est personnel à moi, là, mais le discours, je trouve que des fois, il est un petit peu psychologisant, c'est-à-dire qu'il va Mm. responsabiliser, voire surresponsabiliser les individus de leurs conditions en disant, ben, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident, ils ont tout le pouvoir entre leurs mains. Mais quand on est là-dedans, on fait abstraction de tous les facteurs environnementaux qui peuvent venir restreindre des fois les choix que les gens Ouais. vont avoir en réalité. Et c'est pour ça que moi, la notion de marge de manœuvre est plus importante parce que, dans le fond, elle présuppose un équilibre entre des choix individuels puis un pouvoir d'agir, puis un contexte social qui peut me donner plus ou moins d'options au niveau des choix possibles. Et cette balance-là, pour moi, elle est fondamentale. Mhm. Puis, tu sais, on parlait de restreindre des choix, mais des fois aussi, ça peut pas en teinter. Tu sais, je me disais, mettons, par rapport à vous qui, tu sais, ta spécialisation peut-être plus auprès des hommes, tu sais, il n'y aurait pas comme une différence aussi qu'on pourrait voir entre les hommes puis les femmes. Ben oui, mais pas que, en fait. OK. C'est que, dans le fond, le contexte dans lequel on vit, c'est influencé par quoi? C'est influencé par les ressources qu'on a disponibles autour de nous. Puis ça peut être aussi influencé par
notre culture, par notre socialisation de genre aussi. Il y a plein de facteurs qui vont jouer dans les choix réels ou perçus que les gens vont avoir. Puis, tu sais, cette distinction-là, elle est importante entre c'est quoi mes choix réels et c'est quoi mes choix perçus. Tu sais, quand on parle de choix réels, par exemple, on peut dire, ben, une personne qui habite, je ne sais pas moi, en région éloignée, elle voudrait avoir accès à certaines ressources, mais ça se peut que parce qu'il n'y a pas une densité de population suffisamment grande, ben, ces ressources-là ne sont pas disponibles localement à proximité. Des fois, ça va être parce qu'elle n'a pas accès à un moyen de transport, parce qu'elle n'a pas les revenus pour avoir une voiture, par exemple. Ça, c'est des éléments qui sont plus, je dirais, matériels, puis qui jouent sur des éléments plus du réel. Le choix perçu, c'est beaucoup plus dans l'optique où des fois, les gens, parce qu'ils sont des hommes, des femmes, parce qu'ils ont grandi dans un certain milieu, parce qu'ils ont plus ou moins d'estime d'eux-mêmes, peut-être parce qu'ils ont un problème de santé mentale, un trouble de la personnalité, ils vont avoir le sentiment que certains choix ne sont pas possibles. Chez les hommes, quelque chose qu'on dit souvent, c'est que la demande d'aide, c'est quelque chose de difficile parce que dans la représentation qu'on a dans nos sociétés de c'est quoi un homme, qu'est-ce que ça devrait faire, comment ça devrait se comporter, il y a tout un sentiment puis un rapport que les hommes doivent être forts, stoïques, indépendants, invulnérables, pas montrer leur faiblesse. Ouais. Ce fameux petit côté macho-là, bon, ben, ça fait en sorte qu'un homme qui est socialisé de cette façon-là, à tenir ce rôle-là, ben, demander de l'aide, ça va devenir extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que demander de l'aide, c'est complètement à l'opposé du code de conduite plus macho ou conservateur au niveau de la masculinité. Et ça peut faire en sorte que ben, les hommes vont avoir l'impression qu'aller demander de l'aide, dire que je ne suis pas capable, ben, ce n'est pas un choix que j'ai. Mais ça, on s'entend, c'est une perception, c'est une construction que la personne a fait d'elle-même. Ouais. Puis des constructions comme ça, ben, des fois, on peut en avoir, oui, en fonction de notre socialisation de genre, mais on peut en avoir en fonction de notre culture ou encore de notre histoire familiale. Tu sais, dans certaines familles, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Puis d'une famille à l'autre, ben, on va pas nécessairement avoir les mêmes référents. Pourtant, les options peuvent être là quand même. Fait que ce jeu-là, pour moi, il est comme très important aussi à considérer quand on essaie de regarder c'est quoi les options, les choix qu'une personne peut prendre. Mais il faut se demander, c'est quoi les choix possibles réels? Puis est-ce qu'il y a des choix qui sont perçus comme étant pas disponibles ou pas envisageables? Du genre, je pourrais réduire mes heures de travail parce que je suis fatigué, je suis épuisé ou parce que j'ai envie comme parent de me consacrer davantage à mes enfants et à ma vie de famille. Mais si j'ai comme standard qu'il faut que j'ai une maison, 2 autos, un chalet, puis qu'on fasse un voyage dans le sud par année, bien, ça se pourrait que j'ai le sentiment que je ne peux pas faire ce choix-là. Oui, c'est clair. Puis c'est vrai, tu sais, il me semble qu'en parlant, je me dis, c'est pas rien qu'une question d'homme ou de femme, c'est vraiment une question de socialisation parce que, tu sais, une socialisation ici québécoise versus dans un autre pays, mettons, ou en Europe ou en Asie, peu importe, tu sais, j'imagine aussi que l'éventail de choix va être différent juste de par ça, la culture, comme on disait. Mais puis il y a peut-être aussi une question de pression sociale, d'après moi, qui peuvent faire changer notre véritable choix. Peut-être que la personne, son choix, c'est quelque chose X, mais par une pression sociale, a fini par choisir Y. C'est intéressant que tu me dises ça parce qu'en fait, ce sur quoi ça m'envoie, c'est vers le concept de normes sociales. Parce que quand on parle de socialisation des individus, on parle de quoi? Bien, on parle du processus, en fait, d'acquisition des normes de notre société ou de notre groupe d'appartenance. C'est quoi une norme? Bien, c'est en fait
l'espèce de comportement attendu des individus Mhm. en fonction du rôle qu'ils sont supposés jouer au sein de leur groupe ou au sein de leur société. Fait que ça fait en sorte que les normes existent dans, je dis des fois un peu dans l'inconscient collectif, pour le bon fonctionnement de la société et des institutions. Puis là, je mets quand même des gros guillemets parce qu'on s'entend que des fois, il y a certaines normes qu'on a avantage à déconstruire, mais on Ouais. ne rentrera pas là parce qu'on aurait besoin d'un podcast, je pense, exprès pour traiter de ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que quand un individu n'entre pas dans les normes, il va se passer différentes choses. Il y a des pressions à te conformer. Puis si tu ne te conformes pas, si tu te situes en marge de la norme, ben, il va y avoir soit des pressions pour te contraindre à y entrer, soit que, dans le fond, tu vas avoir une certaine stigmatisation. Je peux peut-être te donner 2 exemples concrets pour chacun de ces cas de figure-là. Oui. L'idée de la pression à se conformer à la norme. Avec les jeunes garçons, tu sais, souvent, on va dire les hommes doivent. Un homme, ça ne pleure pas. Ouais. Il faut que ce soit fort, ça ne pleure pas. Et dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que chez des jeunes enfants, quand un enfant se blesse, se fait mal ou a peur et se met à pleurer, on va avoir beaucoup plus tendance à réconforter les petites filles, Mm. puis à leur laisser un temps de câlin, de proximité pour qu'elles se sentent rassurées. Puis avec les gars, oui, on le fait de plus en plus, c'est vrai, mais on a tendance encore un petit peu à tourner les coins ronds, à le faire moins longtemps, à dire OK, non, ça va, là, arrête de pleurer, c'est correct. Et ça, dans le fond, ce que ça finit par faire, c'est que ça va amener peut-être les garçons à intégrer l'idée qu'il faut qu'ils prennent plus sur eux, il faut qu'ils soient un petit peu plus stoïques. Et là, il faut se poser la question avec le garçon, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? Si il continue de pleurer, s'il n'y a pas le comportement attendu, bien souvent, on va travailler en. Le terme anglais, c'est en shamant, donc en faisant du shaming. En fait, c'est Ouais. en utilisant la honte. C'est à ça Mm. qu'on renvoie. On va Mm. dire, voyons, franchement, tu n'es pas correct, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Puis on va tenir un discours qui va être honteux. Puis la honte, dans le fond, va, chez certaines personnes, amener à se conformer à une certaine norme parce que si je ne le fais pas, ben, les autres vont pas me reconnaître. Fait que ça, c'est comme l'idée pour contraindre. Puis, en fait, l'autre élément, c'est si tu te situes en marge de la norme, tu sais, si malgré ça, mettons, un garçon décide d'avoir une expression de genre plus androgyne ou plus féminine ou faire des choses considérées comme féminines, ben, dans le fond, on a plus tendance à utiliser des insultes homophobes envers lui ou à le dénigrer. Puis, Mm. tu sais, quand je dis ça, je suis pleinement conscient que les modèles sociaux sont en transformation, puis que cette pression-là, peut-être qu'elle est de moins en moins présente ou qu'il y a de plus en plus de modèles de disponibles, mais c'est quelque chose qui existe encore, qui fait Ouais. partie de la réalité. On peut juste se poser la question, si vous êtes des parents puis que votre enfant de 12, 13, 14, 15 ans, votre garçon, vous dit « J'ai envie d'être éducateur en garderie, c'est ça que je veux faire en sortant du secondaire », ça va être quoi votre première réaction? Allez-vous dire « Ah oui, c'est génial, tu vas vraiment être bon » ou allez-vous dire « OK, es-tu sûr? » Fait que si vous êtes dans ce réflexe-là, c'est parce que ces modèles-là ont encore un poids sur nous comme une société. Ouais. Je pense aussi qu'il y en a qui ont le goût tu sais, de changer, mais que parce qu'ils ont comme été socialisés comme ça étant jeunes, tu sais, je parle de, mettons,
de la génération où est-ce que le parent est dans la trentaine, 30-40, puis que son enfant, il est jeune enfant. Je pense que cette batch de parents-là sont en train de vouloir faire des changements, mais qui ont quand même, dans toute leur jeunesse, été éduqués d'une façon différente. Fait que c'est pas toujours évident, cette transition-là. Là. C'est comme un entre-deux, on dirait qu'on vit en ce Mais c'est moment-là. ça. Puis, pour boucler la réflexion sur ta question, c'est que si on revient à la notion de choisir, ben, si mon choix, c'est de me placer en marge des normes de ma société ou de mon groupe d'appartenance, mais c'est sûr que ce choix-là peut être beaucoup plus difficile parce que, comme il va me mettre à risque d'exclusion ou de stigmatisation, ben, ça va demander beaucoup de courage Ouais. faire un choix comme ça, puis beaucoup d'énergie aussi pour assumer le choix. Fait que des fois, les gens vont avoir l'impression que ce choix-là n'est pas possible, ben, parce qu'ils n'ont juste pas le goût ou pas l'énergie de se battre pour assumer leur choix. Fait que ça aussi, c'est un élément qui peut venir limiter. Je peux prendre pour l'illustrer un exemple super concret. Combien de personnes homosexuelles, il y a 30, 40, 50 ans, décidaient de jamais faire de coming out parce qu'ils allaient, dans le fond, être stigmatisés par rapport à leurs proches, leur entourage ou exclus de leur famille. C'est une réalité qui a existé, qui existe encore. Dieu merci, on espère de moins en moins, mais je pense que ça témoigne de ça. C'est que des fois, il y a des choix qui peuvent être là, mais parce qu'ils ont un coût trop grand, ben, les gens ne vont pas vouloir les faire. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas blâmer les gens qui diraient ah non, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas prête à assumer l'ensemble des conséquences que mon choix engendrerait. Oui, puis ça peut varier dans le moment de ta vie aussi que tu es parce que la semaine suivante, peut-être que tu aurais été bien game de faire ce choix-là parce que tu avais l'énergie, mais cette semaine-là, tu es comme plus fatigué, donc le choix, c'en est un différent, fait que oui, tout à fait. c'est rien que des fois juste une question de timing. Oui, ça se peut aussi très bien. Des fois aussi, on dit ben, j'ai pas le choix. Puis ça peut être compris de différentes façons. Qu'est-ce que tu en penses quand on lance ça? Bien, en fait, tu vois, on l'a un petit peu abordé sur la question Ouais. du coût d'un choix, mais l'autre élément aussi, ça peut être une question de renoncement, c'est-à-dire que si je suis obligé de choisir entre différentes choses, ça se peut que je vive beaucoup, beaucoup d'ambivalence dans mes décisions. Pourquoi? Parce que, dans le fond, j'ai de la difficulté à renoncer à ce que je ne choisirais pas. Quelque chose de bête, ça m'arrive à peu près tout le temps. Là. Genre, aucun ami organise rien pendant des mois et des mois. Bon, pas en contexte de pandémie, là, je sais à préciser. OK, Mais, ouais. mais tu sais, à un moment donné, tu reçois des invitations chez deux personnes, tu dis aux deux, ah oui, j'aimerais vraiment être ça, tu me diras la date, puis par hasard, les deux choisissent la même date. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis souvent, dans un cas de figure comme celui-là, il y a des gens qui vont dire ah ben là, je ne veux pas choisir, fait que je vais essayer d'être là chez les deux. Puis, dans le fond, tu regardes ça matériellement, le temps de déplacement. Fait qu'au lieu de voir un ami pendant plusieurs heures, ben là, dans le fond, tu es obligé de voir comme chacun de tes amis juste 40 minutes. Fait que c'est là aussi où des fois, le choix peut devenir difficile parce que si je me retrouve devant un choix comme celui que j'illustre, ben, si je choisis d'aller à un party plutôt qu'à l'autre, ben, ça veut dire qu'automatiquement, je dois renoncer à l'endroit où je n'irai pas. Et c'est ça, c'est un de mes. En fait, c'est mon superviseur de stage quand j'étais au niveau du bac, il y a 20 ans de ça, qui avait dit ça à un moment donné. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué. Il disait, dans le fond, choisir, ce n'est pas nécessairement ce qui est toujours le plus difficile, c'est de renoncer à ce qu'on ne choisira pas.
qui est en réalité le plus difficile. Fait Mm. que ça peut être aussi une bonne façon de l'envisager. C'est de dire quand j'ai de la difficulté à choisir, puis que je reste dans mon ambivalence, ben, regarder le dilemme sous l'angle de OK, mais à quoi je ne suis pas prête à renoncer là-dedans? Ouais. Ça peut apporter un éclairage mauditement intéressant. Ben oui, puis en plus, il me semble que ça me fait penser aussi à tout un processus de deuil. Tu sais, souvent, le deuil, on l'associe à la mort, mais tu sais, c'est quand même, ça peut être un deuil de justement parce qu'on a renoncé à tel choix au lieu de tel choix, là. Tu sais, Oui, ben tu sais, mettons, ouais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, dans le fond, on peut traîner une certaine amertume, puis mm, moi, dans la vie, comment est-ce que je me l'explique pour moi? C'est que je me fais des vies parallèles. Parce que dans le fond, un deuil, c'est quand même quelque chose de puissant, mm, mais dans la vie, il faut qu'on fasse des choix. Fait il y a plein de métiers, de carrières ou de projets qui sont passés dans ma vie, que j'ai eu des opportunités peut-être de m'y lancer, puis il a fallu que je dise non, je n'irai pas là parce que la vie m'amène ailleurs ou parce que je ne suis pas prête à renoncer à tel autre projet qui est peut-être un peu plus stimulant ou dans lequel je vais me valoriser davantage. Ça. mhm. Fait que moi, je me dis souvent, ah ben, ce sera dans une autre vie. Fait que dans une autre vie, je suis charpentier, menuisier, ébéniste, OK. forgeron, politicien, cuisinier. J'ai plein de carrières parallèles C'est dans d'autres ça. vies. Puis des fois, ça peut être une question de hobby puis de développer. C'est ça. Tu sais, on n'est pas que travail ou on n'est pas que vie de loisir, tu sais. Fait que. Mais c'est ça. Mais Mm, tu sais, ça implique aussi que, parce qu'on parle de la dimension de choisir puis du thème choisir, ouais. c'est que des fois où il faut aussi faire des choix stratégiques parce que on a juste 24 heures dans une journée, Ouais. 365 jours dans une année. Fait Faut qu'on ne peut pas prioriser. nécessairement toujours tout faire. Fait Non, non, c'est qu'il faut ça. prioriser certaines choses, puis répartir notre temps. Puis dans le fond, un choix devient significatif puis puissant quand je dis, ben, j'ai fait ce choix-là, puis ça a fait en sorte qu'il y a plein d'autres choses que je n'ai pas choisies. Mais j'ai choisi ça parce que je pense que c'est ce qui va m'apporter quelque chose ou que ça répond à un besoin en ce moment d'actualisation, d'affection, peu importe. Mhm. Fait que, puis oui, des fois, ça peut être de mettre plus de temps de travail parce qu'on veut avoir, je ne sais pas moi, plus d'argent pour un projet de voyage ou de dire, ben là, je vais diminuer mes heures de travail parce que je veux passer plus de temps en famille ou parce que je veux me consacrer à un loisir ou peu importe. Là. Ouais. Fait que le choix, c'est toujours ça, c'est de trouver cet équilibre-là entre nos différentes sphères de vie aussi. Puis Mm. ça l'implique, dans le fond, oui, devoir faire des choix, mais de devoir les réaffirmer sur une base quotidienne aussi. T'sais. Aujourd'hui, je choisis de faire telle ou telle ou telle chose. Du temps libre qui me reste, c'est quelque chose qui est important. Mhm. Puis demain, ben, ça sera différent pour différentes raisons, finalement, là. Oui, tout à fait. C'est pas parce que quelque chose a été décidé pour aujourd'hui que ça va être le même canevas pour le reste de la vie. Tu sais, des fois, il peut y avoir des circonstances qui font qu'on réajuste notre position par rapport à ça. Oui, 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 Mm. exact. En pré-entrevue, tu sais, j'avais lancé l'exemple que moi, j'entendais souvent à l'époque que j'étais intervenante auprès de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Tu sais, les exemples souvent que les parents nous arrivaient justement de ceux qui accompagnaient leurs enfants. Je dis les grands enfants parce que c'était des enfants adultes là, qui avaient un problème de santé mentale, mais tu sais, ils disaient, mettons, oui, mais j'ai pas le choix, sinon il va s'en aller dans la rue, puis je veux pas ça. Ou même, tu sais, à force d'en parler, on se disait aussi que ça peut s'appliquer très bien à un parent qui accompagne son parent âgé dans le but peut-être de dire, ben éventuellement, il est plus autonome, il va falloir qu'il aille dans un foyer de personnes âgées. Fait que, tu sais, qu'est-ce que toi, ça te lance cet exemple-là par rapport à la marge de manœuvre quand quelqu'un dit ça? Ouais. Mais en fait, c'est que, tu sais, souvent,
pour résoudre des choix comme ça, ce que les gens vont suggérer de faire, c'est une balance décisionnelle. Tu sais. Sûrement que Mhm. tu as déjà vu ça, genre, j'ai le choix 1 puis le choix 2, puis là, je fais un tableau des plus et des moins pour chacun Ouais. des choix, puis là, je remplis mes colonnes, tout ça. Mais quand on fait une balance décisionnelle, il y a plusieurs choses qui doivent être inscrites dans les choix, Ouais, dans, parce que dans les différentes cases. Il y c'est a ça. évidemment les conséquences. Mm. Si je n'aide pas mon enfant ou si je ne l'accueille pas chez moi puis je m'en occupe, oui, il va aller à la rue. C'est vrai, c'est une possibilité, mais c'est que si cette conséquence-là se matérialise, c'est quoi les dangers, c'est quoi les risques, c'est quoi les avantages, comment je vais me sentir aussi par rapport à ça. Puis pour moi, je trouve que la clé est beaucoup dans comment je me sens émotionnellement par rapport aux différents choix qui sont possibles. Pour moi, la clé, elle est toujours là. T'sais. Fait que si j'ai une balance décisionnelle, j'héberge mon enfant ou pas, il faut regarder dans chacun des scénarios comment je vais me sentir. OK, je vais me sentir rassuré à court terme peut-être, mais peut-être qu'à moyen long terme, je vais me sentir envahi. Ça se pourrait Mm. aussi. Mm. Fait que pour moi, la campagne annuelle du Mouvement Santé mentale Québec l'année passée, c'était ressentir. Ouais. Ben, ressentir, c'est fondamental pour être capable de faire des choix parce que Mm. quand je regarde les conséquences possibles de mes choix, oui, les conséquences matérielles, organisationnelles pour les individus, c'est vrai, mais c'est le choix émotif. En fait, c'est les conséquences émotives aussi qui sont fondamentales parce que un choix est un bon choix à partir du moment où c'est un choix qui fait du sens Mm. pour nous, puis c'est un choix à partir duquel on est à l'aise avec les émotions que ce choix-là va engendrer par rapport à d'autres choix. Fait que tu sais, une personne qui, mettons, tu sais, dans les deux exemples que tu as donnés, dirait, je sais pas si je dois placer mon parent âgé ou je peux Mhm. pas placer mon parent âgé, j'ai pas le choix, faut que je l'apprenne chez moi. Mais c'est quoi les enjeux affectifs, émotifs qu'il y a derrière ce positionnement-là? Est-ce que Mhm. c'est par culpabilité? Est-ce que c'est par souci de loyauté? Est-ce que c'est par crainte que le parent va en fait subir des abus ou de la négligence en milieu de soins? Il y a Mhm. toutes sortes Le, sen- d'émotions qui sont associées à ça. le Et sentiment d'être redevable aussi. ben, c'est ça. Et Mm. il faut, dans notre balance décisionnelle, que ces choses-là soient nommées. Sinon, la personne va rester dans son ambivalence. Puis, Ouais. on n'a pas l'habitude d'aller chez les émotions parce que quand on parle de choisir, les gens ont toujours le sentiment que choisir, c'est quelque chose de rationnel. Ouais. Or, si la tête et le cœur ne sont pas connectés, ben, le choix, il va pas avoir il va pas être signifiant pour nous. Là. Non, c'est ça. C'est comme si dans cette balance-là, il y a souvent une tendance de mettre des faits, tu sais, puis Ouais. qu'on ne va pas dans l'émotion. Puis c'est parce que en réalité, il y a bien des points, des fois, il peut n'y avoir rien qu'un d'un côté, mais elle est tellement pesante qu'elle fait basculer quand même dans un autre sens. Puis après ça, on ne comprend pas trop, mais je pense que c'est ça, toute la notion des émotions en arrière. Mais c'est ça. Puis tu sais, je vais pousser plus loin. Mettons, je prends l'exemple de quelqu'un qui vit dans une relation amoureuse où il y a de la violence, où il y a des éléments toxiques dans la relation. Tu sais, quitter la relation, tu sais, faire le choix de mettre fin à la relation, ça peut, oui, amener un paquet de trucs positifs parce que la violence va arrêter ou parce qu'il va y avoir une certaine protection ou que ça va diminuer ou peu importe. Mais si la personne va dire non, je ne veux pas parce que l'idée de me retrouver seul est insupportable, Ouais. bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, pousser la personne dans une direction qu'elle n'est pas prête
à assumer, ça ne va pas être aidant. Vraiment pas. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être difficile parce que quand on est la personne extérieure puis qu'on regarde le choix, bien, peut-être que nous, on voit encore les risques associés à ce choix-là. Fait que des fois, comme personne extérieure, ça peut être juste de commencer à mettre un filet de protection en place pour justement, la personne n'est pas prête à partir, mais on va mettre des choses en place pour diminuer les risques. En violence conjugale, souvent on va dire, ben là, on va faire un filet de sécurité, on va mettre des choses en place, on va s'assurer que la personne n'est pas isolée, que les bagages sont prêts, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que, oui, des fois, tu l'as bien dit, là, il y a un choix qui a l'air logique, mais des fois, là, c'est pas parce que tu as mis 10 éléments que le seul élément qui est de l'autre côté ne peut pas peser plus que les 10 éléments qui sont dans le plateau de l'autre bord. Puis moi, je m'inspire beaucoup dans ça de la philosophie de l'approche de réduction des méfaits en toxicomanie, en dépendance. C'est si la personne n'est pas rendue à arrêter de consommer, mais c'est quoi la chose à faire? C'est de mettre des choses en place pour limiter les risques pour sa santé en attendant. Fait que oui, la personne, mettons, prend de la drogue par injection, c'est quelque chose de très, très intense. Mais si elle n'est pas prête à arrêter cette consommation-là, à passer au travers du sevrage et tout ça, ben, on va juste s'assurer en attendant qu'elle puisse, dans le fond, pas attraper de maladies transmissibles par le sang, qu'elle va avoir des bonnes pratiques, qu'elle va être encadrée, qu'elle va faire son injection dans un milieu sécuritaire et supervisé. Dans un centre d'injection supervisé, c'est à ça que ça sert, de dire ben, la personne n'est pas encore prête à faire le choix, je vais dire, puis là, je mets des gros guillemets, le choix qu'il faut. Fait qu'on va l'accompagner en attendant, justement, pour diminuer les risques et les conséquences négatives. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Puis à la longue, puis au travers du lien, ça, c'est mon jupon de TS qui dépasse, là, on s'entend, c'est qu'à la longue, puis au travers du lien, bien, peut-être que la personne, là, elle va commencer à avoir un sens, justement, à arrêter le comportement problématique. Puis là, elle va avoir la force de faire un autre choix. Oui. Puis, tu sais, en plus, c'est que ce que je trouve aussi, c'est que des fois, on a tendance, lors d'une situation X, où est-ce qu'on voit que la personne est dans les débuts d'un changement, peut-être, qu'on est trop en train d'intervenir comme si elle était rendue au dernier stade de son changement. Mais c'est comme si à chacun de ces stades-là, il y a comme une intervention différente à adopter. Comme là, justement, quand on est dans les débuts, c'est peut-être plus dans une approche de réduction des méfaits en attendant qu'elle soit rendue à un stade plus loin, mais des fois, on veut aller trop vite pour la personne, là. Ben oui, puis tu sais, je vais même ajouter que quand on est un proche de cette personne-là, qu'on a un lien d'amitié ou un lien affectif avec cette personne-là, Père-enfant, ben, c'est difficile de suivre son rythme parce que c'est comme si on se faisait un peu violence à nous-mêmes, tu sais. Puis c'est là où il faut regarder un peu notre propre balance décisionnelle par rapport à notre positionnement, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait de la situation, mettons, de violence conjugale, où est-ce que la personne, tu sais, elle a le sentiment que si elle part, elle va être incapable de supporter le sentiment d'être seule, mais, tu sais, c'est d'aller pas juste là, puis même aller plus loin que ça. Tu sais, c'est quoi tous les ancrages émotionnels qu'elle a pu avoir pour en venir à avoir une incapacité d'être à l'aise toute seule. Tu sais, il y a plein d'autres trucs en dessous de l'iceberg, tu sais. Toute la notion de confiance, d'estime, ou tu sais, c'est ça. On ne prend pas toujours la peine de creuser plus loin que toute l'information qui est en surface, là. Oui, puis tu sais, c'est juste que ça demande quand même du temps aussi, puis des ressources pour pouvoir faire ça. Mais tu sais, c'est clair que tout le monde, peu importe c'est quoi notre cheminement, on est le produit d'une histoire, tu sais. Puis si on veut arriver au changement, ben, des fois, il faut aller prendre le temps de défaire certains nœuds. Puis
c'est pour ça que l'accès à des ressources d'aide, mais aussi à des démarches plus long terme comme la psychothérapie, ça demeure quand même quelque chose de fondamental. Exact. Puis, tu sais, je me demandais pour toi, tu sais, la marge de manœuvre, parce qu'encore une fois, quand, mettons, on est dans une situation d'un membre de l'entourage qui fait juste garrocher à l'autre, ouais, mais lâche prise, c'est pas compliqué, lâche prise. Tu sais, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ça? Ouais, écoute, le fameux lâcher prise qui est à peu près dans un livre de psychopop sur 2, hein? Ouais. Mais en fait, c'est que pour moi, lâcher prise, c'est un choix. Puis, Ouais. on a beau dire, puis on le répète depuis tantôt, il y a des choix que des fois les gens ne sont pas prêts à faire. Fait, si je ne suis pas capable de lâcher prise, si je ne me sens pas capable de faire le choix de lâcher prise, ben, il ne faut pas insister. Là. On vient de faire un plaidoyer là-dessus. Ça se peut que la personne ne soit juste pas prête. Mais ça veut dire quoi lâcher prise, en gros? T'sais? Ça veut dire que quand je lâche prise, c'est que je me sens capable d'admettre que en ce moment, je n'ai pas de pouvoir sur les circonstances, sur certaines décisions, que je suis prête à accueillir mon impuissance à changer une situation. C'est ça que ça signifie en gros, puis c'est pas banal, ça. Ouais. Ça peut être juste tout à fait normal et humain que n'importe qui, dans plein de situations, puisse dire « je me sens pas encore prête à lâcher prise ». Oui, parce que, tu sais, des fois, c'est pas... tu sais, mettons, il y en a qui le voient comme sur un continuum, comme quoi le but ultime, c'est de lâcher prise, mais pas nécessairement, tu sais. Lâcher prise, c'est le choix initial. Oui, tu sais, c'est... Je veux dire, mais même, mettons, dans n'importe quelle situation où est-ce que, bon, pour encore un membre de l'entourage, tu sais, pour eux, c'est comme la quête ultime, lâcher prise, mais ça peut ne jamais être parmi le choix aussi. Puis, tu sais, juste au pire de faire toute l'introspection de qu'est-ce que ça l'amène à lâcher prise, travailler son sentiment d'impuissance, puis d'aller vraiment voir toutes les émotions reliées à ça, tu sais, ça peut les amener à prendre d'autres décisions que même lâcher prise. Tu sais, c'est pas nécessairement la quête rêvée, le lâcher prise non plus. Là. Ouais. C'est parce qu'en fait, lâcher prise, tu sais, en début d'entrevue, tu parlais de toute la question du deuil. Tu sais. Ouais. Mais pour moi, lâcher prise et deuil, c'est intrinsèquement lié. Parce que, dans le fond, c'est d'accepter que la situation, je ne peux pas la changer, je ne peux pas la contrôler. Je vais être obligé de vivre avec des conséquences que je n'ai peut-être pas choisies. Puis ça, pour moi, j'ai lâché tantôt que le lâcher-prise, c'est la première étape, ce n'est pas la finalité. Ouais. Mais dans les faits, c'est que les gens qui vont présenter lâcher-prise comme la finalité, ouais, c'est ça. C'est parce que, dans le fond, c'est un peu un point de passage ou un plateau. C'est-à-dire, une fois que j'aurai lâché prise, là, il va pouvoir y avoir autre chose après. C'est un peu un sous-texte. Bon, ben, un grand merci d'avoir dit oui pour venir nous parler de la marge de manœuvre. Là. On voit bien aussi la nuance que ce sujet-là peut avoir. Hein. Dans le fond, on comprend bien que ce n'est pas tout noir ou blanc. Fait que, bref, merci beaucoup. Ça a été très intéressant de discuter avec toi. Les exemples aussi, ça a été vraiment aidant à bien comprendre. Fait que c'est très apprécié de ta part. Merci encore une fois. Ça a été un plaisir d'être là, Emmanuel. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!